Invitée ce matin pour cet entretien d'embauche numéro 3, Nathalie Arthaud, candidate de lutte ouvrière, agrégée d'économie, professeure au lycée Le Corbusier d'Aubervilliers, avec nous pour 1 heure. Bonjour Nathalie Arthaud. Première partie, votre programme, vos idées, votre projet, et seconde partie un peu plus personnelle. Qui est Nathalie Arthaud? Alors je commence. D'abord, est-ce que vous avez déjà passé un entretien d'embauche dans votre vie? Oui, bien sûr, pour des petits jobs d'étudiants, pour un petit job aussi pour être enseignante, enfin pour faire quelques heures de cours dans le privé quand je faisais mes études. Et puis c'est vrai qu'ensuite, je me suis même retrouvée d'ailleurs pendant un temps inscrite à Pôle emploi, et puis là-dessus j'ai passé les concours d'enseignants. Vous vous souvenez de ces entretiens d'embauche? C'était stressant un peu? Ah oui, clairement, oui. Et d'ailleurs, c'est vraiment cette sensation, je crois, d'injustice quand même, de se dire est-ce que je vais réussir à trouver une place? Est-ce que quelqu'un va bien vouloir m'embaucher? Et en même temps, ce sentiment que toute notre vie en dépend. Et c'est voilà, je crois que ça reflète bien l'existence de classes sociales quand même, parce qu'il y en a effectivement qui naissent fortunés, sans dépendre effectivement d'un autre pour vivre, et puis l'écrasante majorité doit aller vendre sa force de travail. Vous n'êtes pas originaire d'une famille modeste, vous êtes originaire d'une famille de Français moyens. Oui, moyens. On en parlera tout à l'heure. Mais modeste quand même. Mais modeste quand même. Bon, on en parlera tout à l'heure, Nathalie Arthaud. Vos amis disent de vous, elle a la révolte sincère. Que veulent-ils dire, la révolte sincère? La révolte chevillée au corps? Une révolte permanente? Mais oui, bien sûr. Vous savez, là, je fréquente un peu les quartiers bourgeois, puisque je suis invitée sur des émissions. Oui. Et je passe dans les rues, et puis il faut enjamber un SDF. Il y a des gens qui sont au carrefour, qui font la manche, et à chaque fois, ça me serre le cœur. Bien sûr, je ne supporte pas cette pauvreté, cette misère, ces inégalités. Une révolte va éclater en France? Vous pensez que on est au bord de l'éclatement d'une révolte? Moi, j'aimerais que tous ceux qui subissent, qui triment dur pour ne même pas boucler les fins de mois, qui sont victimes de toutes ces injustices-là, de ce chômage de masse, des petites retraites, parce que ça aussi c'est un scandale. Quand vous avez bossé toute votre vie et que vous vous retrouvez à devoir compter le moindre euro, et même à devoir vous priver pour acheter de la viande, pour acheter un bout de fromage. Donc moi, j'espère qu'à un moment donné, oui, il y aura une levée de tous ceux qui subissent et qui vivent mal, et j'espère que cette révolte, elle sera consciente. Dans la rue? Dans la rue, même violente? Bien sûr. Vous appelez à cette révolte, même violente? Moi, j'appelle une révolte consciente des objectifs, justement, que l'on doit mettre en avant, et ces objectifs, ils sont communs au plus grand nombre, en réalité. Je vais revenir sur ce... C'est comment vivre de son travail, comment vivre de sa retraite, comment être logé dignement, comment être soigné correctement, à la hauteur des progrès du 21e siècle. Donc moi, c'est une révolte consciente, je fais de la politique. Oui, mais une révolte consciente, mais une révolte aussi dans la rue, une révolte violente. Mais c'est pas, la violence ne vient jamais de consciente, hein, aussi. Mais moi, je pense que la force des travailleurs et des exploités, c'est leur nombre. Et encore une fois, c'est de savoir dans quel sens ils vont, ce pourquoi ils se battent. Regardez ce qui se passe en Guyane aujourd'hui. J'allais y venir. C'est pas caractérisé par la violence, c'est caractérisé. Est-ce que les Guyanais doivent envahir la base de Kourou et je ne sais pas? Non, ils doivent continuer dans le sens, dans le sens où ils sont engagés, parce qu'on voit bien que ça gêne effectivement l'État, que c'est une pression réelle qui est exercée sur lui, et qu'ils sont en train de le forcer effectivement à mettre de l'argent nécessaire sur la table pour qu'il y ait la scolarisation, pour qu'il y ait un raccordement à l'électricité, à l'eau, enfin des choses quand même basiques. Mais il faut qu'ils se battent pour ça. Il faut qu'ils se battent pour ça, et qu'ils effectivement tiennent bon sur leurs revendications, sur leurs objectifs. 1936, 1968, oui, 1995, vous souhaitez des mouvements aussi puissants que cela? C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est effectivement que l'ensemble du monde du travail, les salariés des petites, des grandes entreprises, du public, du privé, ensemble, mettent en avant leurs objectifs. C'est ce qui a fait avancer la condition ouvrière. Parce que vous savez, là, on est dans une période électorale. Et on nous explique que notre sort dépend du bulletin que l'on met dans l'urne. Mais la réalité, c'est qu'il y a un ordre social. Et cet ordre social, justement, il est basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Il est basé sur la dictature d'une classe
capitaliste. Je sais bien que aujourd'hui vous en riez parce qu'il y a une continuité. Nous dénonçons cette dictature d'une classe capitaliste sur la société, parce qu'effectivement aujourd'hui on a des grands groupes industriels et financiers qui sont dirigés par des conseils d'administration qui réunissent les plus grandes fortunes et qui ont un droit de vie et de mort sur des usines, sur des bureaux, sur des ateliers, sur des établissements, et qui, y compris, dominent les petites entreprises, les moyennes, les intermédiaires, et puis qui dominent la vie de centaines de milliers de femmes et d'hommes. Vous êtes communiste. Donc, cette réalité-là, non mais je termine, cette réalité-là, cet ordre social-là, on ne peut pas y toucher au travers de notre bulletin de vote, parce que là, on nous appelle à voter pour un président de la République, mais qui n'a pas ce pouvoir-là, qui le subit en réalité, ce pouvoir-là. Donc, vous voyez comment, derrière une élection où on nous explique qu'on a le pouvoir, le droit de décider de notre sort, eh bien en réalité, non, on vote pour ceux qui font, comment dire, le service après-vente, qui justifient cet ordre social. Alors vous êtes communiste, votre objectif, exproprier la classe capitaliste. On est bien d'accord, hein, installer le communisme, c'est-à-dire instaurer, c'est vrai ou pas? Alors attendez, d'abord, moi, bien sûr, c'est ma conviction profonde. Ma conviction profonde, c'est que c'est complètement anachronique que l'avenir de la société, de l'humanité, de millions de travailleurs soit suspendu aux décisions d'une toute petite minorité de très riches. Une société sans classe sociale. Alors, ça, c'est ma conviction profonde. Bien sûr, sans classe sociale. Sans classe sociale. Un régime politique à parti unique, quoi. Mais pas du tout. Ah bon, ça n'a rien à voir. Ah bon, non, pourtant c'est le communisme quand même. Non, pas du tout. Une économie planifiée, on est bien d'accord. Alors ça, étatisé. Mille fois d'accord. Étatisé. Et je trouve que c'est complètement incroyable qu'on n'en vienne pas à cette idée-là, qu'il faut qu'on organise les immenses moyens de production dont on dispose, il faut qu'on les coordonne, il faut qu'on anticipe, il faut qu'on cherche à répondre aux besoins de tous. Et moi, je trouve aberrant de se dire que la meilleure façon de fonctionner, c'est en laissant une minorité diriger en fonction de ses profits, ses intérêts privés. Et du coup, qu'est-ce que cela donne? Cela donne un monopoly capitaliste où il y a des bastions industriels, genre STX, genre Peugeot, qui sont vendus comme ça sur le marché, qui veut bien l'acheter, etc. Mais attendez, il faut qu'on organise tout ça. Il faut quand même se poser une question. Voilà, pourquoi avec de telles potentialités, de telles capacités, un tel progrès quotidien, pourquoi notre économie, elle ne tourne pas rond? Pourquoi on en est à ce gaspillage infâme avec des gens effectivement marginalisés, condamnés au chômage? Ce sont mes convictions profondes. Mais ce n'est quand même, c'est pas économie planifiée, étatisée, quand même pas de police politique comme dans les régimes communistes. Non, mais attendez, nous avons droit à l'expression des citoyens limités. Vous savez parfaitement que nous revendiquons du courant trotskiste qui a toujours combattu la dictature stalinienne. Et c'est quand même important parce que justement, on a toujours dénoncé cette caricature qui était faite du communisme, et en même temps, nous avons toujours préservé cette possibilité-là, parce que bien sûr que, vous savez, cette société capitaliste, elle mène l'humanité à la catastrophe. Est-ce que c'est pas seulement le chômage et la misère? Mise en commun des biens. D'où viennent les guerres? Je parle de l'idéologie, votre idéologie. D'où viennent les guerres? Mise en commun des biens. Mais bien, mise en commun des moyens de production. Uniquement des moyens de production, pas des biens des uns et des autres. Mais bien sûr, moi je ne suis pas contre la propriété ouvrière. Je suis pas contre le fait que chacun ait un logement. C'est la cité idéale de Platon. Mais je suis contre le fait que les grands moyens de production, quand même les grandes chaînes de distribution, de production d'énergie, les bastions industriels, les banques, soient aux mains de quelques-uns et soient dirigés pour le profit de quelques-uns. Ça ne rime à rien. Donc oui, ce sont mes convictions profondes, de communistes, mais en même temps, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas ce qui est en jeu dans cette élection. Dans cette élection, ce qui est en jeu, et moi, ce à quoi j'appelle les travailleurs, les chômeurs, les ouvriers, les retraités, c'est de mettre en avant tout simplement leurs besoins vitaux. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, on en est au fait qu'on peut travailler toute sa vie, et puis se retrouver du jour au lendemain sans rien, expulsé de son logement, sans pouvoir payer ses factures, sans pouvoir assurer un avenir à sa famille. C'est ça la réalité. Donc moi, dans cette élection, je dis oui, il faut que les travailleurs mettent en avant leurs besoins. C'est un emploi pour tous. Donc on combat effectivement les licenciements. Le SMIC à 1 800 €. Le SMIC à 1800 € net. C'est effectivement la possibilité aussi de contrôler l'argent qui existe dans cette société, parce que justement là, on prendrait la mesure de tout ce que l'on peut faire réellement. Bon. Nathalie Arthaud, parlons de politique rapidement. Au second tour, vous donnerez une consigne de vote ou pas? Vous voterez ou pas au second tour? Je ne demande pas pour qui, est-ce que vous voterez ou pas? Je vais vous dire, pour moi, oui, j'irai voter, je me déplacerai. Vous irez voter quand même? Je me déplacerai. Oui. Mais alors ça, pour moi, c'est pas ça la politique. Non mais d'accord, mais enfin la politique c'est aussi le vote. Excusez-moi, mais... Pardonnez-moi. Eh bien, c'est le...
non, le vote, c'est d'abord et avant tout la possibilité de s'exprimer. Et moi, j'appelle les travailleurs à s'exprimer collectivement. Mais ce n'est pas comme ça qu'on changera notre sort. On en a déjà discuté, mais ce n'est pas comme ça. Bon. Et quand même, il faut avoir du recul. On changera dans la rue. Combien d'élections, combien de présidents de la République différents, combien de majorités gouvernementales différentes, pour avoir toujours la même politique. Une politique où on prend dans la poche des pauvres pour donner aux riches, une politique où on accompagne les attaques patronales, où on accompagne leur chantage à la compétitivité, où on accompagne les fermetures d'usines, tous gauche, droite. Donc il faut Nathalie Arthaud, tirer les leçons de ça. Le Moi, Parti je dis communiste Jean-Luc Mélenchon sont ses proches intérêts. de vous ou pas? Est-ce que vous considérez qu'ils sont dans la même... Non. Non. Mais pourquoi? Parce que autant je me retrouve dans certaines dénonciations, dans l'expression d'une colère de Jean-Luc Mélenchon, autant je ne suis pas d'accord quand il explique qu'il suffira de voter pour lui pour résoudre tous ces problèmes-là. Voilà, sur le fond, moi je pense que c'est complètement utopique de croire que l'on peut gouverner de façon humaine, égalitaire, juste, une société qui est basée sur l'inégalité, sur l'injustice, qui est basée sur l'existence de classes sociales et sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc moi, je ne partage pas, je suis pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon quand il nous explique que lui, au pouvoir, il va tout changer. Écoutez, vous savez, le monde du travail, il a cru en Mitterrand, il a cru en Jospin, et même Hollande avait fait vibrer certaines cordes avec le discours du Bourget. Bon, vous avez voté Hollande, vous. Je suis la seule à gauche à ne pas avoir appelé à voter Hollande en 2012. Oui, c'est vrai. Mais vous avez voté Hollande. La seule à dire non, je n'ai pas voté Hollande. Vous n'avez pas voté Hollande. Je n'ai pas voté Hollande. J'ai appelé à ne pas voter Hollande. Et j'ai dit en 2012, ne regardez pas le programme de Hollande. Regardez le programme que nous concoctent tous les grands groupes. Peugeot, regardez, ils ont prévu de fermer des usines. Regardez ce qui se passe dans les conseils d'administration d'EDF, de SFR, de Carrefour. Parce que c'est à cette sauce-là que nous serons mangés. Eh bien, je redis la même chose aujourd'hui. Ne regardez pas tous ces programmes. Ne croyez pas dans ces beaux parleurs. Ah oui, ils ont un mot pour dénoncer, etc. Mais au pouvoir, ils seront la courroie de transmission, comme toujours, du grand capital. Et ils se coucheront tous autant qu'ils sont. Vous savez, moi, c'est pas une question de sincérité. Moi, j'ai vu, il y a le mur de l'argent. Il existe, le mur de l'argent. Alors, les socialistes, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils le découvrent. Comme si, oh là là. Nathalie Arthaud, surprise. Vous n'avez jamais rêvé de l'Élysée, vous le dites, vous avez l'honnêteté de le dire. Moi, l'Élysée, le pouvoir n'est pas un objectif. Mais parce que ce n'est pas la réalité du pouvoir. J'ai compris ça, j'ai compris. Quand vous avez vos élèves face à vous, on vous a beaucoup parlé. Il y a même, j'ai vu une dame, je la qualifierais de dame, qui vous a reproché de donner des cours, ce qui est hallucinant. Mais enfin bon, vous avez vu ça, elle s'appelle Sophie de Menton, c'est ça C'est ça, oui. Elle est, je crois, chef d'entreprise. Est-ce qu'elle voudrait vous interdire de donner vos cours d'économie? Ce qui est hallucinant, interdit. Est-ce que oui, vous voyez, donc comme quoi la dictature n'est pas de notre côté. Est-ce que vous encouragez vos élèves à entreprendre? Est-ce que vous leur dites, dans la vie, plus tard, entreprenez? Non, moi je leur dis, voilà, non, je les encourage à se défendre, à s'organiser, justement à prendre confiance en eux, dans ce qu'ils représentent. On n'est pas là uniquement pour se défendre, on est là pour construire. Mais vous savez, moi, mes élèves d'Aubervilliers, ils appartiennent aux classes populaires, ils appartiennent à la classe ouvrière, et ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est, les petits boulots, la galère du chômage, et ils savent que, y compris quand ils sont en difficulté, leur force, eh bien, effectivement, c'est l'organisation collective. Ils ont sûrement des rêves, vos élèves. Mais moi, je leur dis, vous les bien encouragez à accomplir leurs rêves. Mais vous croyez pas que j'en ai un rêve, moi? Moi, j'ai un rêve, ce rêve de transformer cette société, justement, qui est plus ces inégalités. Mais moi, je crois que c'est possible. Moi, je crois que l'humanité est capable. Mais celle que, justement, on peut gérer cette société collectivement, démocratiquement, fraternellement, sans avoir cette couche-là qui domine et qui, par sa loi du profit, de la rentabilité, écrase tout sur son passage, tout. La situation des travailleurs, mais aussi l'environnement, mais aussi les relations entre les peuples, mais aussi, parce que d'où viennent ces guerres? C'est aussi ça. Ce sont les rivalités impérialistes, les intérêts des grands groupes capitalistes qui se heurtent au Moyen-Orient. Donc je leur dis, mais oui, c'est possible. Moi, vos aspirations, vous savez, la jeunesse, elle a ça de frais et d'enthousiasme, c'est que justement, elle n'a pas encore les œillères. Et
on les a pas encore complètement convaincus que cette société, elle est intangible. Et donc ces jeunes, ils rêvent bien sûr, mais vous savez, beaucoup ne rêvent pas de leur sort individuel. Beaucoup rêvent de l'ensemble de la société. Parce que vous savez, je sais que l'individualisme est très fort et domine dans cette société et que on nous l'inculque. Mais vous savez, beaucoup de jeunes savent que si la société va mal, ça ira mal pour eux aussi. Donc on est unis dans la même galère. Nathalie Arthaud, nous allons regarder un petit extrait, une petite vidéo de 30 secondes. Vous vous souvenez évidemment, je crois que c'était un reportage de France TV. Il y a plusieurs jeunes qui vous posent des questions, de jeunes votants. Et tiens, regardons. Et vous trouvez pas qu'enseigner l'économie, donc qui est plutôt capitaliste, enfin un système plutôt capitaliste, alors que vous êtes contre? Eh ben justement, au moins ça apporte une particularité, voilà. Hein, c'est inversement. Hein, si tous les professeurs d'économie étaient des défenseurs absolus de ce système capitaliste, est-ce que ça ne poserait pas un problème? Vous leur parlez de l'interdiction des licenciements que vous défendez? Moi, mes élèves... Vous appliquez le programme? Oui, bien sûr. Je respecte le programme, mais je peux vous dire que j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit pour que mes élèves soient révoltés par le chômage, hein. Et par les licenciements et par les fermetures d'usines. PSA à Aulnay, ils en avaient parlé, ils avaient de la famille qui bossait, donc je peux vous dire que ça les révolte, voilà. Et même, vous savez, cette idée de flexibilité qui est vraiment courante, voilà, il faut que les entreprises aient de la flexibilité, etc. Mais les jeunes, ils savent l'exprimer, mais nous, on n'est pas des machines. On peut pas être branché, débranché. Voilà, on a une vie. Voilà, il faut assurer un avenir, etc. Donc non, je peux vous dire que voilà, cette jeunesse des quartiers populaires a instinctivement le sens de ses intérêts. Vous êtes enseignante après le 13 novembre, par exemple 2015, des attentats. Vous avez engagé des discussions dans la classe avec eux? Bien sûr. D'ailleurs, c'était une consigne. Oui, c'était une consigne. C'est pour ça que je vous pose la question. Et que leur avez-vous dit? Là, ils ont débattu du terrorisme, Oui, bien sûr, du terrorisme, de Charlie Hebdo aussi, parce que en fait les discussions on les avait eues aussi après l'attentat. Non, parce que vous dites que le terrorisme va de pair avec une crise de la société, de l'économie capitaliste. C'est ce que vous dites, hein? Mais moi, le résultat je pense... de la politique impérialiste des grandes puissances. Ah mais je suis même pas la seule à dire que les interventions américaines, y compris de la France en Libye, a créé le chaos. L'État français alimente le terrorisme. A créé le chaos qui a permis à toutes ces bandes de proliférer, et y compris manœuvre avec des alliances avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, dont on sait pertinemment qu'ils financent une partie de ces groupes. Donc il faut pas se voiler la face. Il y a une responsabilité écrasante des puissances impérialistes dans ce qui se passe là-bas, y compris c'était de notoriété publique quand même que Al-Qaïda avait été effectivement utilisé, instrumentalisé effectivement par les Américains en Afghanistan en particulier. Donc vous voyez, c'est effectivement un petit peu Frankenstein, c'est voilà, on crée nos propres monstres qui finissent par se retourner contre nous. Et ça, c'est parce que les interventions des grandes puissances dans ces régions-là, ce n'est jamais pour défendre les populations. Alors, ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est de l'escroquerie pure et simple. Et moi, quand j'ai entendu Trump parler de compassion et expliquer ainsi son bombardement sur la Syrie, eh bien moi, ça m'a mis très en colère, encore une fois. Parce que quand on entend Trump expliquer qu'il acceptera pas un seul Syrien sur le sol américain, on voit quel est son humanisme. Et c'est comme cela. Alors ils ont effectivement l'humanisme. Vous rejetez Assad et Trump dos à dos, quoi. Pour vous, il n'y a pas. Mais bien sûr. D'ailleurs, alors entre parenthèses, ce sont les mêmes, et vous remarquerez qu'ils étaient prêts à se mettre ensemble, et peut-être que demain ils se remettront ensemble en réalité. C'est ça là. Nathalie Arthaud, vous dites aussi, le jour où il n'y aura plus d'immigrés à exploiter, le patronat fera travailler les enfants. Et là, vous prenez un exemple. C'est vrai que c'est un reportage de la BBC. Moi, je l'avais vu, un reportage qui vraiment qui nous a fait à tous mal au cœur. Ces jeunes enfants réfugiés syriens qui travaillent en Turquie et qui travaillent pour fabriquer des vêtements que nous pourrions acheter.
Oui, dans des conditions scandaleuses, des enfants de 7-8 ans. C'est évidemment, tout ça c'est des raccourcis journalistiques, mais la question m'était posée, mais quand même il y a trop d'immigrés en France parce qu'il y a du chômage. Et je répondais, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, ces femmes et ces hommes on est allé les chercher, le patronat en a eu besoin, hein, et quand il y a eu la crise de son système, quand il s'est mis à licencier massivement, eh bien oui, bien sûr il a créé du chômage. Donc je disais tout simplement que de toute façon c'est une politique effectivement pour concentrer le travail sur quelques-uns, presser les gens comme des citrons au travail. Aujourd'hui, beaucoup qui sont au travail se retrouvent à faire le boulot de 2, de 3, de 5, à courir du matin au soir, et les autres, on les condamne au chômage. Donc, le chômage, il est fabriqué par en haut, effectivement, et c'est une politique pour, s'enrichir toujours et encore, prospérer, faire plus de profits. Et c'est pas une question de la présence d'immigrés. Mais il faut et cette politique-là, elle va continuer. Moi, je suis pour qu'il y ait du profit réalisé, mais je suis que pour ce profit soit partagé, quoi, si j'ai bien compris. Et ils servent d'abord à ceux qui le produisent, à ceux qui le construisent, d'abord aux salariés, donc et puis bien sûr ensuite aux investissements. Mais en quoi cela est avantageux à l'échelle de la société que le profit soit accaparé au travers des dividendes par une minorité? Ça ne correspond pas à l'intérêt collectif. Donc moi je suis pour que ce profit effectivement il mène à l'augmentation des salaires. Et je soulignais que la politique effectivement d'exploitation à tout va, faisait qu'il y avait des travails aujourd'hui au XXIe siècle dans le monde, le travail des enfants, que ça existait. Bien, Nathalie Arthaud, on sent votre indignation, mais plus que ça, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous. Vous êtes féministe? Bah bien sûr. Alors j'y reviendrai dans un peu plus de, je sais pas il est quelle heure, 8h55, la seconde partie, dans un instant sur RMC et BFM TV avec Nathalie Arthaud, notre invitée ce matin. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Entretien d'embauche avec Nathalie Arthaud, seconde partie. Est-ce que je peux donner votre âge? Oh bah oui, bien sûr. Vous avez 47 ans, hein? C'est cela. C'est ça. Donc originaire de la Drôme, près de Romans, limite de Drôme-Isère. Romans, votre papa était mécanicien, votre maman l'aidait pour la comptabilité. C'est cela, une famille catholique? Oui, tout à fait. Pratiquante ou non? Pratiquante, oui. Votre papa était mécanicien, vous aimez les voitures? Pas spécialement, mais voilà. Le bricolage, paraît-il, c'est vrai? J'ai toujours admiré beaucoup mon père. Le bricolage, c'est vrai? Ah oui, je suis assez bricoleuse, oui. Ah, vous êtes bricoleuse, bon. Célibataire? Vous ne parlez jamais de votre vie privée? Mais non, parce que, justement, parce que j'ai pas la possibilité de beaucoup m'exprimer dans les médias, et la priorité c'est évidemment de défendre mon programme. Oui, ça on est bien d'accord. Oui, mais c'est quand même ça, parce que là on appelle les électeurs à voter pour des gens. Le minimum c'est qu'ils sachent effectivement qu'est-ce qu'ils incarnent comme politique, comme point de vue. Donc moi je trouve ça assez déplacé en fait. Et vous voyez là, vous me laissez la parole un temps long, mais on a discuté de mes convictions profondes, mais assez peu finalement des objectifs que je mettais en avant. Non, mais sur les 1800 € net, sur l'interdiction des licenciements, sur la répartition du travail, vous voyez, même argumenter autour de ça, parce qu'il faut argumenter. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des idées qui sont très à contre-courant. Combien de fois on m'a dit, mais tout ça c'est utopique, etc. Donc voilà, moi je préfère me battre. Mais vous échappez à ces questions. Vous n'aimez pas quand vous parle de votre vie privée. Mais parce que je trouve que ce n'est pas le problème. Mais dans une élection présidentielle, on s'expose forcément. Non, mais là, au regard du public. Bah oui, d'accord. On s'expose, mais on va pas. On peut avoir le choix de dire, de ne rien dire sur sa vie privée. Voilà, vrai. moi je fais complètement ça vous l'assumez. Vous dites, j'ai pas d'enfant, ça a été un choix. Je me suis engagé. Ça a été un choix personnel. Un choix personnel. Bon, alors voilà, de fil en aiguille, souvent ça vient comme ça. Voilà. Ça vient comme ça, parce que vous jouez la transparence, sinon. Vous dites combien vous gagnez. Oui, bien sûr. Vous gagnez combien aujourd'hui? Alors là, moi, cette année, je suis à mi-temps. Donc c'est exceptionnel. Je suis à 1400 € par mois. Et habituellement, je suis à 80%. J'ai un léger temps partiel et je touche, avec mes années d'ancienneté, donc en tant qu'agrégé, 2400 € par mois. Comme vous êtes obligé d'être transparente parce que c'est la loi qui vous l'impose, vous dites aussi que vous remboursez à deux un appartement. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous remboursez à deux un appartement. Oui. Bon. Donc vous partagez la vie de quelqu'un. Un petit appartement, en Seine-Saint-Denis, 48 mètres carrés. Et mes voisins sont de toutes nationalités, de toutes origines. C'est un immeuble populaire. Vous ne vivez pas seul. Et je ne vis pas seul. Bon. Vous
vous entendez bien avec les élus communistes de Vaux-en-Velin? Oh bah j'ai partagé une mandature avec eux, oui bien sûr. On a mené plein de combats ensemble. Et puis ce sont des militants aussi. Et moi, vous savez, je m'entends voilà avec les militants. Et on peut avoir des différences, des divergences de vues. J'en ai avec le Parti communiste, qui avec la direction en particulier du Parti communiste. Mais bien sûr, c'est des fois des liens d'amitié aussi. 2003, première apparition à la télévision. Tiens, on va revoir. C'était en 2003. Je vais partir à la retraite au-delà de 2020, donc il faudra que je cotise jusqu'à 68 ans puisque j'ai commencé à travailler à 26 ans et je partirai avec 38% de mon salaire net. Contre la réforme des retraites. Oui. Et puis c'est vrai que ça a été un mouvement qui était fort, qui était qui était vraiment enthousiasmant parce que il avait entraîné beaucoup de secteurs d'activité. Je me souviens qu'il y avait eu des assemblées générales avec des salariés d'EDF, de la SNCF. Enfin bon, il y avait et là dans ces moments-là, effectivement, quand on est dans la rue, quand on mesure notre force, eh bien on mesure qu'on peut effectivement qu'on peut imposer un certain nombre de nos intérêts. Pour moi, c'est des moments très importants. Vous rêviez d'être coiffeuse. J'ai regardé, vous n'avez pas du tout la même coiffure. Vous rêviez d'être coiffeuse, c'est vrai ou c'est Mais vous savez, quand on est une petite fille, de milieu populaire, on rêve, d'être coiffeuse, bien sûr, c'est une vie simple, des rêves simples. Ce qui est extraordinaire, parce que je regardais un peu toutes les photos en préparant cette émission, vous ressemblez à Arlette Laguiller. On vous l'a dit 20 fois, non? Non, un petit peu quand même. Pas, mais bon. Un petit peu. Bon, vous avez repris évidemment les mêmes convictions, vous avez les mêmes convictions, les mêmes engagements. Qui nous fait se ressembler. Et oui, le travailleur. Que vous a-t-elle appris? Elle m'a appris que il fallait effectivement, au travers des médias, s'adresser, aux travailleuses, aux travailleurs. Voilà, parce qu'ils étaient derrière leur écran, parce qu'ils écoutaient, et c'est d'abord et avant tout à eux que j'ai envie de m'adresser, c'est vrai, dans cette élection. Par-delà les questions des journalistes ou leur sensibilité, ce qui peut les intéresser, etc. Donc voilà, j'essaye de m'y tenir. Et puis voilà, moi c'est vraiment, je suis fière de continuer son combat parce que nous n'avons jamais changé. Et tant qu'il y aura du chômage, tant qu'il y aura de l'exploitation, tant qu'il y aura ces inégalités, tant qu'il y aura ce système capitaliste là qui écrase tout, nous on continuera de se battre. Alors ressemblance, Nathalie Arthaud, Arlette Laguiller, Nathalie Arthaud. Tiens. Travailleuses, travailleurs, chers camarades et amis. Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. Voilà, exactement, travailleuse, travailleur. Voilà, ça me fait plaisir. Donc ça, c'était le 26 mars, dans la campagne, parce qu'Arlette Laguiller est là, bien sûr, et elle m'accompagne. Elle est là, vous partagez le même bureau, je crois. Oui, c'est ça. C'est vrai? C'est ça. C'est vrai. Alors, le féminisme aussi, c'était l'un des combats, c'est l'un de vos combats. Bijard avait proposé de marier, vous vous souvenez de ça? Alors vraiment, c'était un autre temps quand même. De marier Arlette Laguiller, un parachutiste pour la calmer. Vous vous souvenez de cette phrase? Oui, mais pas tout à fait autre temps. On a toujours effectivement cette même hostilité. Et qui est, je vais dire, mérité quelque part, parce que nous sommes contre effectivement tous ceux qui sont les grands défenseurs de cet ordre social, tous ceux qui sont les vigies, comment dire, de la politique patronale, enfin pro-patronale, voilà. Il faut donc nous sommes contre eux. Bon c'est normal qu'ils rendent les coups. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire, oui, bien sûr, le combat féministe c'est quelque chose d'important. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous, lutte ouvrière, qui est par exemple cette explosion sociale, cette mobilisation et ce rapport de force favorable aux travailleurs. Ça dépend pas de nous. Mais par contre, choisir nos porte-paroles, ça dépend de nous. Et nous avons toujours voulu choisir des porte-paroles femmes parce que nous voulions faire la démonstration que les femmes pouvaient tout à fait assumer des responsabilités aussi bien que les hommes. Et nous avons été les premiers en 74. Et justement parce que il fallait que ce soit manifestement un parti révolutionnaire pour le faire. Voilà. Et aujourd'hui encore, le combat des femmes est à mener. Écoutez, les femmes, ce sont les plus mal payées, c'est les temps partiels imposés, d'ailleurs, vous allez loin. Les petits boulots, c'est les retraites minables parce qu'évidemment, quand on est mal payé, quand on a fait, quand on a eu des périodes, on a des retraites minables. Nathalie Arthaud, vous allez loin. Vous allez loin. Vous dites, il faut mettre
mettre en prison les patrons qui ne mettent pas en place, mais c'est vrai, qui ne mettent pas en place l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Mais j'ai répondu pour prendre au mot tous ceux qui sans arrêt m'expliquent mais il y a la loi, il y a voilà, je dis mais attendez, il y a la loi, il y a 7, 8, 10 lois pour imposer l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, et elle n'est toujours pas réalisée. Alors on me dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis il faut faire appliquer la loi, il faut effectivement sanctionner, et pourquoi pas mettre en prison les multirécidivistes, parce qu'il y avait aussi ce débat sur les multirécidivistes qu'il fallait mettre en prison, hein. On vole 2 pizzas en prison. Donc j'ai fait le rapprochement, et j'ai découvert ensuite, parce que je me suis penchée sur la loi, qu'en fait la loi le prévoyait que lorsque les employeurs ne respectaient pas cette égalité, eh bien ils pouvaient être effectivement emprisonné. Bon, ce qui n'a jamais été fait évidemment, parce que dans cette société. Il n'y pas jusque là quand même. Mais en tout cas, Nathalie Arthaud, moi, franchement. Mais moi, parce que vous n'êtes pas violente finalement. Mais non, mais attendez. Vous êtes violente dans les idées, non? Mais moi, je suis pas d'accord avec vous. Je suis impressionné par l'ensemble des journalistes qui considèrent que ce que j'exprime est de la violence. Mais les 6 millions de chômeurs, c'est pas de la violence de se retrouver complètement marginalisés à côté. À la violence par la violence. Mais c'est une réalité, la violence sociale. Quand on regarde, moi je suis allé voir les salariés de Vivart qui se rassemblaient. Je pense aussi aux employés de Mime aujourd'hui. Vous lui avez dit bonjour ou pas? Mais bien sûr qu'on s'est dit bonjour. Mais même, je suis allé dans sa loge au moment du grand débat pour voilà, parce qu'on se soutient et il faut, voilà, on est complémentaires. Donc je suis allée voir moi les salariés de Vivart. Ce soir à Lyon, je rencontrais aussi des salariés de Numen qui vont être mis dehors à la porte. Vous croyez que c'est pas violent ça? C'est toute leur vie qui est par terre, qui est mise par terre. Regardez la violence, mais le terrorisme c'est pas violent, la délinquance c'est violent. Notre société elle est violente. Et moi ce que je dénonce, c'est justement les racines de tout cela. Et il faut pas l'accepter. Alors moi, on s'habitue à tout, à beaucoup de choses. On s'habitue justement à la violence de la société, tant et si bien que même on la voit plus. Et c'est ceux qui la dénoncent qui sont accusés d'être des violents. Mais c'est quand même dingue. Vous voyez, moi, ce qui se passe en Syrie, ça doit nous faire réfléchir. Parce que c'était des ingénieurs, c'était des gens privilégiés, des gens qui avaient une vie confortable, qui ont vu toute leur vie mise par terre par cette guerre qui dure 6 ans et qui a vu la vie de leur famille ravagée. Eh bien, et moi je pense qu'il y a ce qui s'est passé en Grèce aussi avec cette crise qui a vu mais toute la population, même ceux qui pouvaient croire avoir tiré leur épingle du jeu et avoir une vie paisible, mise par terre. Et ça, c'est la vie de millions de femmes et d'hommes, des plus exploités aujourd'hui. Et il faut comprendre qu'on est tous dans la même galère, tous engagés dans la même, voilà. Et il faut avoir ce sens-là. Qu'est-ce qui peut faire avancer l'ensemble de la société? Moi, je pense que les intérêts des travailleurs, ils recouvrent en fait l'intérêt général, l'intérêt de la collectivité. Donc la violence doit répondre à la violence de l'exploitation par le grand capital. Moi, c'est pas la violence. Une forme de violence. Non, une autre forme. Non, parce que moi je dis il faut un travail pour tous. C'est pas de la violence, mais je sais qu'en face de moi il y aura des gens qui diront non, je sais qu'en face. Si on vous dit non. Eh bien, si on me dit non, vous comprenez, si la BNP Paribas, qui fait 7,7 milliards de dividendes, dit non, on ne maintient pas les 700 emplois qu'on a prévu de licencier. Non, on ne garde pas les agences, on ne garde pas les salariés. Mais moi, je suis pour les contraindre. Vous parlez d'une contrainte, c'est 0,3% de leurs dividendes, c'est 0 contrainte. Moi, quelle contrainte pour eux? Il y en a 0. Alors, reprendre effectivement une partie de leur fortune, une partie de leurs dividendes, c'est pas de la violence, ça. Ça, c'est permettre à des millions de femmes et d'hommes d'avoir une vie digne du 21e siècle. Donc la violence, elle est pas de mon côté. La violence, elle est du côté de cet ordre social. Nathalie Arthaud, je regardais votre programme attentivement et je ne vois rien sur la PMA ou la GPA. Pourquoi, par exemple? Si. Nous sommes favorables à la PMA. Vous êtes favorable à la PMA? Oui, on est favorable à la PMA. Et pas à la GPA? Alors, j'en connais, c'est pas dans notre programme. Oui, c'est pas dans votre programme. Oui, parce que j'ai regardé. Parce qu'attendez, nous on joue pas aux programmes électoraux. Oui, j'ai vu. Nous, c'est promesses, on va faire ci, on va faire ça, etc. Non, vous n'avez pas de véritable programme détaillé. Exactement. En revanche, on a des positions sur beaucoup de choses de la société, sur beaucoup de choses. Donc je reviendrai sur la PMA. Mais pourquoi on n'a pas de programme? Parce que nous disons, voilà, on a des objectifs vitaux aujourd'hui pour le monde du travail. Et je reviens toujours à ce qui pour moi est essentiel. Parce que quand on n'a pas de boulot, on peut parler de liberté, on peut parler de démocratie, de fraternité, mais quand on n'a pas de boulot, on n'a pas ce minimum-là qui fait la dignité, puis qui nous permet de vivre. Donc pour nous, un emploi pour tous, un salaire
1800 € net par mois, c'est le minimum. Donc pour nous, ce sont des objectifs que les travailleurs doivent affirmer fièrement. Ils sont légitimes à cela. Ils doivent le reprendre et effectivement reprendre, y compris cette idée qu'il va falloir se battre pour ça et se battre jusqu'au bout, contraindre ceux qui ne veulent pas. En plus, on nous dit que les entreprises, elles représentent l'intérêt de tous. C'est l'intérêt général. Il y a le dialogue social. Ils veulent faire le bien des salariés, le bien de tout le monde. Les petites, les moyennes, les entreprises, c'est très divers. Exactement. Très divers. Mais il y en a qui ont le pouvoir quand même sur l'économie. Mais vous, votre papa mécanicien, est-ce qu'il pouvait payer son salarié 1800 €? Il a toujours eu à cœur de le faire. Toujours eu à cœur de pas licencier une seule. Voilà. Et ce qu'il minait, c'était effectivement les banques. C'était effectivement d'aller négocier le moindre découvert. Parce que le moindre trou d'air, alors c'était pas le RSI à cette époque-là, mais auprès des banques, vous savez, il y a beaucoup d'argent aussi à laisser, parce que il faut toujours s'endetter, etc. Donc lui, il a toujours eu conscience qu'y compris les gens qui travaillaient avec lui, ils étaient comme lui. Il fallait aussi qu'ils bouclent. Voilà. Donc bien des petits patrons, ils ont ça aussi en tête. Mais cet ordre social, il est dominé par les banques, il est dominé par les donneurs d'ordre, et y compris ils piègent les petits, même l'artisan, même le commerçant. Ils le piègent. Donc, moi, je pense que beaucoup ont les mêmes intérêts que l'ensemble des travailleurs. Mais voilà, ils croient qu'avec leur propriété, en fait, ils sont de l'autre côté de la barrière. Je crois qu'ils ont tort. Nathalie Arthaud, je regardais donc vos grandes orientations. Vous ne parlez pas d'écologie, très peu. Alors, donc, on a des positions même sur la PMA. Nous, on est favorable à la PMA. La GPA, on est plus Pourquoi ? Parce que dans cette société où il y a beaucoup de femmes qui galèrent avec rien, nous, on a peur. Voilà, on a peur que le corps des femmes se transforme en marchandise. Voilà. Et vous êtes pour l'interdiction de la prostitution. Donc, et on est Maintenant, pour l'écologie, c'est vrai que nous, on veut pas faire des beaux discours sur l'écologie de la mer, sur si ou là, parce ça, que c'est Mélenchon, ça. C'est une pique adressée à Jean-Luc Mélenchon. Tous font des beaux discours. On fera du 100% renouvelable, on fera du 100%. Mais la réalité, c'est que dans notre société, c'est toujours les grands groupes qui ont le dernier mot. Et regardez comment Ségolène Royal, elle a dû manger son chapeau avec l'histoire des boues rouges en Méditerranée. Regardez comment à chaque fois, au bout du compte, on cède. Moi, j'ai été stupéfaite par le scandale du Dieselgate, parce que finalement, ils trafiquent tous les tests. Et puis, qu'est-ce que trouve l'Union européenne à faire ? Eh bien, à relever les seuils d'émission, parce que finalement ils ne remplissent pas, ils rentrent pas dans les contraintes fixées. On va alléger les contraintes, et c'est comme ça pour tout. À propos du diesel, est-ce qu'il faut supprimer les aides accordées aux patrons de PME qui achètent des véhicules diesel? Non, mais ce diesel, ça a été un choix effectivement pour subventionner Peugeot, Citroën depuis le début. On le sait. Donc il faut changer ça. Il faut que cette politique effectivement de l'État, elle aille dans le sens à la fois des intérêts des travailleurs, de la population et des intérêts de l'environnement. Voilà. Moi, ce que je dis par rapport à l'environnement et par rapport au problème de la pollution, c'est qu'une société qui respecte pas les êtres humains, elle peut pas respecter l'environnement. Quand on nous dit qu'il faut faire des profits le plus possible, être compétitif, et qu'on va dire il faut mettre encore des contraintes, mais c'est le même discours qu'on entend. Donc le problème, c'est effectivement qui domine. Moi, je veux bien qu'on coupe l'eau quand on se brosse les dents et qu'on fasse attention à tout ce que... Vous le faites, vous ? D'abord, j'essaye parce que simplement, je veux réduire ma facture d'eau et ma facture d'électricité. Comme tout le monde, on est bien obligé de faire attention à éteindre... Vous roulez avec un diesel ? Alors, moi, j'utilise beaucoup les transports en commun. J'utilise beaucoup les transports en commun. D'abord. Vous avez une voiture, quand même. Et j'ai une voiture. J'ai une C3, qui est diesel, effectivement, qui a 10 ans. Je crois qu'il oui, tout à fait. Mais encore une fois, le problème de l'écologie, c'est un problème très grave, effectivement, mais on ne réglera pas ce problème si on n'organise pas l'économie, si on n'organise pas les grands moyens de production, si on les coordonne pas, si on n'évite pas les gaspillages, si on fait pas ces choix-là collectivement. Je ne vois pas comment ça peut être fait si on laisse les grandes entreprises comme ça livrées au marché capitaliste. Quand une grande entreprise prend soin de notre environnement, vous applaudissez quand même, non ? Alors écoutez, elle prend soin de l'environnement. Toujours uniquement parce qu'il y a du profit à tirer. Oui, parce que son portefeuille est derrière. Uniquement. Mais bien sûr, d'abord et avant tout, et quand ça leur va bien, quand ils peuvent faire une page de pub, ils le font. Et puis après, on apprend que par derrière, ils sont passés par des sous-traitants qui polluent des lacs, des mers, des rivières, etc. Donc c'est la réalité. Écoutez, combien de reportages qui montrent ces multinationales qui s'assoient complètement, non seulement sur l'environnement, mais même sur la santé.
sur la santé des femmes et des hommes, parce que justement, et ça fait partie, c'est une des préoccupations de notre programme, parce que vous voyez, en réalité, avec nos 3 objectifs, eh bien, on couvre beaucoup de problèmes de la société. Une de nos revendications, c'est de dire que les travailleurs devraient pouvoir tout dire de ce qui se passe dans leur entreprise. Oui, ça j'ai vu ça, oui. Et la transparence totale. Parce que de l'amiante jusqu'au scandale du Mediator, de la débakine, en passant par la viande, la vache folle, etc. On sait que ces grands groupes n'ont aucun scrupule à nous empoisonner, à empoisonner leurs salariés et à empoisonner la population. Donc il faut que les salariés qui sont aux premières loges, les salariés, moi je suis pas pour créer des cohortes de contrôleurs. Vous êtes pour l'interdiction des pesticides, vous êtes de l'utilisation des pesticides. Mais bien sûr, moi je suis pour tout ce qui va dans... Mais il faut que les salariés qui sont aux premières loges de ces entreprises puissent dénoncer, puissent dire tout ce qu'ils savent, tout ce dont ils sont témoins. Et ça veut dire lever le secret des affaires et permettre aux salariés d'être des lanceurs d'alerte, sans crainte d'être mis à la porte. Comment fonctionnerait l'État, Nathalie Arthaud? Comment ça fonctionnerait? Mais justement, l'État fonctionnerait en s'appuyant sur les salariés, sur la population en général, à les appelant à dire, à s'organiser. Il y aurait beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, on construit des corps, professionnels, au-dessus de la population. Mais moi, je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait créer collectivement. Mais c'est pas ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que justement, on dit au travailleur, toi, tu bosses et tu te tais et tu réfléchis surtout pas. Et tout est organisé comme ça. Alors, eh bien, moi, je suis pour l'inverse. Je suis pour l'inverse. Et je peux dire qu'on pourrait se passer, de commissions spéciales. Les travailleurs, ils peuvent dire beaucoup de choses, à condition qu'on leur en donne la possibilité, le droit. Faut-il fermer Fessenheim? Moi, je pense que tôt ou tard, il faudra fermer Fessenheim, bien sûr. Mais la façon dont c'est fait aujourd'hui, je trouve ça scandaleux. Parce qu'on se lave les mains de l'avenir des femmes et des hommes qui travaillent, non seulement sur la centrale, mais aussi qui vivent de la centrale. Et moi, je trouve ça hallucinant. Alors que ça fait des années qu'on se pose cette question, qu'il n'y ait pas, justement, d'anticipation, de propositions alternatives pour que cette ville, et puis pour que la région, continue de vivre, continue d'avoir de l'activité, que je sais que les salariés, eux, vont avoir du travail pendant encore de longues années, parce que démanteler une centrale, ça prend du temps, mais la moindre des choses, c'est aussi qu'on se préoccupe des femmes et des hommes qui vivent dans la région. Et ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, dans ce plan qui est proposé, il n'en est pas question. Donc moi, je suis pas d'accord pour que ça soit fait dans ces conditions. C'est toujours pareil. Les salariés, on s'en moque, ils sont censés se débrouiller. Alors on nous dit, quand on amène des mesures favorables au monde du travail, on dit mais comment vous chiffrez pour combien? Mais jamais on chiffre ce que ça va coûter aux salariés de perdre leur boulot, de perdre leur maison, de devoir partir, de ce que ça veut dire de souffrance. Jamais. Donc moi, moi, mes raisonnements, c'est du point de vue des travailleurs, du point de vue des classes populaires. Qu'est-ce qu'il leur faut à eux? Et qu'on fasse que l'économie soit subordonnée à cela. Nathalie Arthaud, on va terminer d'une manière un tout petit peu plus légère, parce que vous exprimez aussi librement, vous le dites, vos choix musicaux, vos lectures. Oui, assez hétéroclite. Mais oui, c'est assez hétéroclite. Et on va écouter un peu de musique. Écoutons. Broyé aussi par le système finalement. Au bout du compte, oui, finalement. Et voilà, une énergie vitale, une émotion fantastique. Jazz, blues, soul, ce sont vos goûts musicaux, ça. Oui. Vous écoutez beaucoup de musique Même si j'écoute pas assez de musique à mon goût, voilà. C'est vrai? Oui, parce que j'ai pas le temps. Vous roulez dans votre C3, vous écoutez quoi? Vous devrait... écoutez la radio, les infos? J'écoute les infos, bien sûr, et puis aussi de la musique, aussi j'ai besoin aussi de tout ça. Mais voilà, moi je pense qu'il faudrait avoir plusieurs vies. Ayo aussi, vous adorez? Oui. Bon, et puis, vous avez un film fétiche, vous avez expliqué pourquoi, Thelma et Louise. Mais pourquoi? Parce que ce sont deux femmes qui décident d'être libres, d'être libres, qui sont très différentes, qui ont des personnalités qui n'ont rien à voir, et qui se retrouvent comme ça à reprendre leur vie en main quelque part. Sauvage, oui, tout à fait. En quête de liberté. Complètement, voilà. Ridley Scott. Je me souviens de ce film. Jenna Davis. Oui, je l'ai vu plusieurs fois. Jenna Davis et Suzanne Sarandon. Oui. C'est ça. C'est cela. Actrice que j'aime beaucoup d'ailleurs. Oui. Bon, vous avez un goût
prononcé pour la littérature américaine aussi, j'ai vu ça. Oui, vrai, pour la littérature en général. En général, je lis en beaucoup. général, oui. Je lis beaucoup. Mais littérature américaine aussi. Oui, il y a des grands écrivains, bien sûr. La route de la liberté. Oui, voilà, Howard Fast, bien sûr. Bon, dernièrement, j'ai lu L'invention des ailes, que je conseille, sur les sœurs Grimké, des abolitionnistes. Pendant la campagne, je l'ai lu et ça a été mais toutes vos lectures aussi ont un rapport plus ou moins lointain avec ces combats. Oh, pas seulement, non, pas quand seulement, même. mais vous êtes dans l'un peu plus léger parfois. Ah oui, bien sûr, aussi dans le polar, aussi dans la science-fiction, parfois, bien sûr. Mais Howard Fast a écrit des polars. Hein. Oui, aussi. Non, j'aime beaucoup. Voilà. Oui, vous aimez aussi les films de Quentin Tarantino? Ah oui, j'ai un petit faible pour Quentin Tarantino, c'est vrai. Vous voyez qu'on sait beaucoup de choses. On sait beaucoup de choses. Hein. L'écrivain Tracy Chevalier aussi. Oui, parce que justement elle est féministe aussi, et ses héroïnes sont souvent des femmes. Le féminisme, j'y reviens, mais c'est vraiment... Et oui, mais les femmes ont joué un grand rôle. Je suis allée voir un film, Les Figures de l'ombre, sur les calculatrices de la NASA, et justement, voilà... Divine aussi. Divine, ah oui, j'ai beaucoup aimé aussi Divine, et puis c'est vraiment une photographie aussi de notre société. Et quand ces voix peuvent s'exprimer comme ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Vous aimez faire la cuisine? Non. Si, alors, mais... Vous allez chez McDo? Non. Ah non, vous refusez? Non, pourquoi? un plat de pâtes, ça suffira. Un plat de pâtes, ça suffira? Oui. Bon. Mais j'aime bien faire la cuisine quand j'accueille des amis, voilà, j'aime bien, mais je prends pas beaucoup de temps pour ça, j'avoue. Je vais terminer avec cette campagne. Comment la trouvez-vous, cette campagne? Mais moi, je trouve qu'avec les démêlés judiciaires, avec c'est assez inédit, ça c'est vrai, mais en même temps, on retombe toujours dans les mêmes choses. Toujours dans les mêmes choses, mais oui. Elle ressemble à d'autres. C'est la pêche aux voix, c'est la comédie électorale. Mais c'est la pêche aux voix. Vous êtes là pour la pêche aux voix? Non, moi je ne fais pas de la pêche aux voix parce que justement, je le dis, non, on ne changera pas notre sort par les urnes, ce n'est pas vrai, ne marchez pas là-dedans, mais on peut s'exprimer collectivement. Et si vous voulez donner de la force à vos convictions, à vos idées, à ce que vous représentez, eh bien faites-le, votez pour votre camp, le camp des travailleurs, ceux qui ne se laissent pas abuser, qui n'attendent rien du prochain président de la République, mais qui attendent de tout d'eux-mêmes, de leur capacité à réagir, à s'organiser. Est-ce que lors du débat, moi, dans cette élection, je pense qu'il faut construire. Il faut construire, une conscience de classe, notre politique de travailleurs. Il faut construire un camp. Donc moi, je suis une constructrice dans cette campagne en réalité. Et plus il y aura de voix qui se porteront sur ma candidature, plus on aura avancé dans les combats qui seront nécessaires. Ça nous aidera à nous battre demain. Qu'il y ait beaucoup de femmes et d'hommes qui affirmaient fièrement leurs revendications, leurs objectifs. Nathalie Arthaud, lors du débat il y a 8 jours, les hommes présents ont été aimables avec vous. Ils se sont bien comportés. Il n'y a pas eu de tout s'est bien passé écoutez, en coulisses, parce qu'on ne sait pas tout. Hein. Non, en coulisses. Moi, je me suis rendue. Je voulais saluer Philippe Poutou parce que c'est un camarade. Donc je suis allée discuter dans sa loge et on a un peu discuté. Ça a été bref parce qu'on est dans une espèce de mais après, je n'ai pas eu spécialement de contact avec les autres. Il a eu raison de ne pas poser sur la photo. Ça c'était son choix. Moi, je le respecte. Bon, maintenant, pour moi, c'était pas la photo de famille. Hein. C'était pas la photo de famille, mais c'est simplement se présenter effectivement aux téléspectateurs, tout simplement. Vous savez, voilà, moi, j'y suis allée en me disant, c'est la politesse reçue des parents, de l'éducation des parents. Non, mais je participe moi à ce débat. J'assume de participer à ce débat. Enfin voilà, pour moi c'était ça. Et puis se présenter aussi, aux électeurs. Et justement, pour une fois qu'on nous mettait sur un plan d'égalité et qu'on pouvait dire, nous on est là, on porte cette voix-là. Moi je voulais effectivement en profiter aussi. Voilà. Merci Nathalie Arthaud d'être venue nous voir ce matin. Entretien d'embauche demain de Jean Lassalle, 9h26.